Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici toutes les semaines on analyse les émissions de la WWE, on parle catch pendant une petite heure. Et aujourd'hui on est ensemble pour s'occuper, pour analyser, pour vous résumer NXT TakeOver Portland, Oregon. Et pour m'accompagner, l'inimitable Chris, comment ça va Chris ? Salut Ringside, salut peuple de Catch-Up, bienvenue à Portland, Oregon, dans le studio Catch-Up spécialement aménagé pour l'occasion. Ouais, tout de jaune, avec des scies sauteuses et des scies circulaires. D'accord. Du meilleur goût. Enfin, c'était un peu l'esthétique non, de ce takeover là. Un petit peu, ouais. On est une équipe de bricoleurs à Catch-Up, il faut croire. C'est ça, on aime le bois, on aime la sueur. Et on aime le bon catch, et on va voir que on a été gâtés quand même, hein, sans spoiler, pour ce takeover. Alors takeover un peu nouvelle formule, hein, puisqu'on n'est plus sur la formule qui a fait la magie des takeovers jusqu'ici. Généralement c'est 5 matchs, hein, en gros. On est autour de 2 heures de show. Là c'est plus long, on est quasiment à plus de 3 heures. Quasiment à plus de 3 heures, c'est pas une très bonne formule, mais voilà, il y a 6 matchs. Une défense du titre nord-américain entre Keith Lee et Dominik Dijakovic, un street fight opposant Dakota Kai à Tegan Nox. Finn Balor va affronter Johnny Gargano pour savoir qui est le meilleur à NXT de tous les temps. Rhea Ripley défend son titre féminin contre Bianca Belair. Le titre tag team est aussi en jeu entre les Brotherweights, Matt Riddle, Pete Dunne et l'Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Le main event, Adam Cole, le champion, affronte Tommaso Ciampa, l'homme qui n'a jamais perdu le titre et qui revient pour sa vengeance et récupérer Goldie, sa ceinture chérie. Donc Quel programme hein, déjà, on voit que les noms sont très très impressionnants. Hein. C'est un peu la fine fleur de NXT là qui va s'affronter ce soir. Et puis d'ailleurs, ça commence très fort avec cet affrontement entre Keith Lee et Dominik Dijakovic pour le championnat nord-américain. Alors c'est la 4e fois qu'ils s'affrontent à NXT, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu un no contest, et il y avait eu 2 matchs. Alors je sais pas si je sais qu'il y en a un qui avait été gagné par Keith Lee, je crois, et le deuxième avait peut-être été gagné par Dijakovic. Peut-être, ouais. Je sais plus l'ordre des victoires, ouais. Voilà, en tout cas, ça a toujours donné du gros spectacle. Il s'était affronté aussi dans l'Indy. Ils avaient fait un match qui avait fait parler de lui 4-5 étoiles, là. Et donc, on sait qu'on part théoriquement sur du gros spectacle, et effectivement, on n'a pas été déçus. Gros match entre les deux. Ça commence tout de suite très fort, hein. Keith Lee qui fait des Hurricane Rana sur Dominik Dijakovic. Ça saute dans tous les sens, alors que les mecs sont quand même 2 gros monstres, hein, 2 gros heavyweight. On va avoir un gros spot à l'extérieur du ring là où Dijakovic va powerbomber Keith Lee à l'extérieur du ring, hein, tout simplement, ça fait déjà mal. On faut avoir une souplesse aussi sur le tablier du ring. On va enchaîner les contres, les gros mouvements puissants. Ça va aller à l'extérieur du ring, on va aller se battre sur les tables. Alors la foule est en furie, on va demander des tables, on veut des tables. Mais Keith Lee va faire taire le public, ça c'était impressionnant, pour placer un gros Atemi comme il en a le secret, façon Ric Flair. C'était bien sympa ce petit moment. Et puis ça va continuer à l'intérieur du ring, ça va durer 20 minutes 20 et ça va se terminer sur une victoire de Keith Lee qui va réussir à placer son finisher très impressionnant, là, le Bing Bang Catastrophe. Qui est un Fireman Scary qui se termine en Power Slam, une manœuvre complètement improbable, hein, après que Dominik Dijakovic ait tenté son finish une dernière fois, mais ça n'a pas fonctionné. Keith Lee est trop lourd, Dominik Dijakovic est un peu trop diminué. Grosse victoire de Keith Lee, Dominik Dijakovic qui n'a pas démérité, le public était en feu, il y avait un gros public, hein, ce soir, hein, à Portland. Ouais. Et grosse victoire. Bon, vous avez compris que moi j'ai adoré le match. Je pense que c'est ton avis aussi. Mazette, quel opener. Ouais. Ah non, mais quand tu commences un pay-per-view de catch comme ça, tu te dis voilà quoi, il peut plus rien m'arriver quoi. C'est bon quoi, tout va bien. Écoute, que dire en tant que fan de catch, à part que ce truc-là, c'est un espèce de
de rendu totalement monstrueux avec toute la dose qu'il faut de puissance, d'agilité, de connexion avec le public. C'est un match incroyable. C'était vraiment voilà, un match avec une ceinture en jeu, avec du coup un contender totalement crédible et duquel tu peux attendre la victoire malgré le fait que Keith Lee soit over as fuck depuis des semaines et des semaines. C'était un grand match. C'était un grand match. Je serais pas loin du 5 stars en fait sur ce match. Tellement j'ai adoré, tellement j'ai trouvé. Puis je veux dire, putain, mais voilà mon bon Ringside, comment t'ouvres ton show, quoi. Ça nous change un peu des trucs fadas des weekly ou de quelques pay-per-view random intermédiaires de l'année où on se dit ouais, bon, bof, ouais, bah. Là, tu dis ok. En plus, la particularité quand même de ce takeover aussi, c'est qu'on peut le signaler, c'est que là, il n'y avait pas de concurrence entre guillemets de main event, de pay-per-view, de main roster. Ouais. Et le takeover se passait un dimanche soir, alors que traditionnellement c'est le samedi soir, veille du pay-per-view du main roster. Donc du coup, c'est eux qui avaient toute la place, qui avaient toute l'exposition, qui avaient tout le spotlight. Et bah commencer avec un opener comme ça, moi je dis chapeau bas, messieurs. Chapeau bas, Dominic Dijakovic, feast your eyes. Ils ont mis la barre très très haut, effectivement. Tout le charisme, hein, la puissance, la technique de Keith Lee. Dijakovic, il est aussi très impressionnant. Il manque peut-être un petit truc pour être vraiment la superstar de demain, Dijakovic, mais c'est plutôt, je pense, au niveau de sa nationalité que ça va poser problème. Pour le reste, il a le physique, il a le talent. On a vraiment deux gars. On a vraiment l'impression que c'est l'avenir de la WWE qui est devant nous. Ah bah ouais, là, je vois pas comment ils peuvent pas miser sur ces deux-là. Dominic Dijakovic, s'il monte dans le main roster, bon, on peut déjà être assuré qu'ils vont lui réduire son nom. Ouais, on l'appellera Dominic. Voilà, ou Dijak, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, lui, clairement, je pense que lui, il aura un petit repackaging en montant dans le main roster. Je pense aussi. Keith Lee, tout est là, quoi. Keith Lee, tout est là. Keith Lee, ils ont la star des 10 prochaines années s'ils déconnent pas, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, moi j'ai toujours vu un gros avenir à Keith Lee à la WWE, ça se précise là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Dijakovic, effectivement, un petit repackaging, je pense serait nécessaire pour effectivement être impactant dans le main roster. Même à NXT là, c'est un petit peu, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est un petit peu fadasse par rapport au reste. Mais bon, tout ça c'est anecdotique. Hein, non mais en fait, Dijakovic, il a pas bénéficié finalement de l'alignement des planètes parce qu'au moment où il était en rivalité avec Keith Lee, ça a coïncidé avec l'époque des Survivor Series, etc. où lui a été a pris sa fusée au cul, quoi. Ouais. Et donc du coup, Dijakovic, lui, il était un peu en retrait, tu vois, vis-à-vis de ça. Il n'a pas été investi dans le main roster comme l'a été Keith Lee, donc du coup, c'est pour ça que lui, il a un petit métro de retard, on va dire, sur le Behemoth Black Basking the Glory là. Mais moi, je suis assez confiant pour le Croate. Je pense que c'est un type qui est énorme, qui a un moveset, mais putain, mais comment il te chope le Keith Lee, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, quoi. C'est que le Dijakovic, il t'attrape le Keith Lee comme du sac à patates, quoi. Ouais. Tu vois, là, il est pas en train de catcher avec Kalisto ou avec Kurt Hawkins, là. Là, on parle de le mec, il chope un vrai super heavyweight dans la gueule et il y va, quoi. Et franchement, vraiment énorme. Un opener, je suis dithyrambique sur cet opener. Ouais, chapeau pour ces deux catcheurs, c'était vraiment incroyable. Et ben on attend la suite pour Keith Lee. Hein. Moi, je vois pas comment ils peuvent pas parier sur lui dans l'avenir, hein, quand même. Allez, on dit 5 étoiles pour ce match-là. C'est parti. Ah ouais, je me gave là franchement, 5 stars, ouais, clairement. Okay. Allez, la suite, le street fight féminin, Dakota Kai affronte Tegan Nox. Alors, c'est une rivalité dans le sang, hein, dans la violence. C'était les deux meilleurs amis du monde jusqu'à ce que Dakota Kai trahisse Tegan Nox qui revenait de blessure. Souvenez-vous, c'était à l'Elimination, non, c'est pas l'Elimination Chamber, c'est War Games, voilà. Tegan Nox s'est fait laminer dans la cage par Dakota Kai, elles ont du coup pas été catchées le soir-là dans l'Elimination Chamber parce qu'elles se sont entretuées, enfin surtout Dakota Kai qui a tué Tegan Nox dans le War Games. Ouais, je vais y arriver. Donc Tegan Nox est revenue quand même.
et ben, elle a sa vengeance ce soir puisqu'on a le Street Fight match entre ces deux catcheuses. Tegan Nox qu'on a finalement pas beaucoup vu à NXT, hormis ses performances à comment ça s'appelait le tournoi féminin là, le Mae Young Classic. Dakota Kai on l'a un peu plus vu, alors surtout du côté d'NXT UK et puis bah évidemment du côté d'NXT aussi un peu. Tegan Nox, oui quoi. Non. C'est plutôt Tegan Nox qui était plutôt à NXT UK que Dakota. Enfin, Dakota Kai, si elle a quand même tourné à NXT UK, et moi je trouve qu'elle a fait des plus grands matchs à NXT UK que à NXT en fait. Donc c'est un peu ce soir l'occasion pour les deux de montrer ce qu'elles savent faire vraiment. Et ben elles ont pas démérité hein, parce que le match était assez explosif, violent. Retour à l'ECW un peu de la belle époque. Ça va très vite, hein, Dakota Kai attaque dans le dos Tegan Nox, à peine sous le titre en tronc, quoi. Ouais, pas temps d'arriver où. Comme tout bon match de Street Fight qui se respecte, quoi, ça commence avant d'arriver dans le ring, quoi. Exactement, la vieille recette qui fonctionne. On va sortir tout ce qui existe en armes, hein, des poubelles, des chaises, des couvercles de poubelles, même comment on appelle ça là, un truc de pour le cricket là, une batte de cricket que Dakota Kai va exploser contre un coin du ring parce que Tegan Nox va réussir à esquiver. Et puis elles vont pas y aller de main morte hein, pour s'en mettre plein la gueule. Hein. Il y aura des tapes de sortie aussi. Il y a notamment un très beau German suplex de Tegan Nox sur Dakota Kai sur une poubelle. Ça c'était super impressionnant. Mais tout le match était assez violent. On a vraiment utilisé tout ce qui traînait. Et ça va monter en puissance et Tegan Nox va complètement péter un câble à la fin. Elle va placer le genou blessé à peine remis de Dakota Kai dans une chaise façon Brian Pillman. Elle va l'exploser. Elle va placer ses finishers, mais elle veut pas s'arrêter là. Elle veut faire passer Dakota Kai à travers une chaise, à travers une table plutôt. Elle va monter carrément sur la troisième corde pour faire le nécessaire. Hein. Elle allonge Dakota Kai sur une table, elle monte sur le coin du ring, mais là, il y a l'intervention de Raúl Mendoza, c'est ça? Non, Raquel Gonzalez, qui vient et qui apparemment déjà est une catcheuse et de deux a un compte à régler avec Tegan Nox. Donc elle monte sur le coin du ring, elle va attraper Tegan Nox, elle lui crache quelques insultes, elle dit t'as bien mérité ça, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, et elle va jeter Tegan Nox à travers la table, mais la table va pas casser, mais c'est pas grave, ça va permettre à Dakota Kai quand même de gagner le match et de célébrer la victoire un peu dans l'interrogation à côté de Raquel Gonzalez. Voilà, victoire au final de Dakota Kai après 13 minutes 24 de combat qui était vraiment bien stiff hein, pour des filles, c'était quand même sacrément violent. Et intervention un peu de Raquel Gonzalez. Alors je suis pas non plus NXT de manière très 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 assidue. Il y a quelques passages que j'ai loupés. Raquel Gonzalez, je m'en souviens vaguement toujours du Mae Young Classic. Est-ce que tu avais un indice, toi, qu'elle allait intervenir ce soir ou pas du tout? Ah non, moi qui suis NXT régulièrement, c'était out of nowhere, hein, Raquel Gonzalez. Okay. Vraiment, voilà, et effectivement, je ne la connaissais que du Mae Young Classic. Donc après, pour revenir pour le match sur lui-même, alors finish un peu bizarre, voilà, effectivement, voilà, avec ce retour, cette arrivée out of nowhere. Mais effectivement, elles ont un match de 13 minutes, mais sur un Street Fight, c'était bien parce que c'était bien rythmé, comme tu l'as dit, c'était bien stiff aussi. Ouais, j'aurais dit que c'était plus long, moi. Et moi aussi, tu vois, quand j'ai vu le timing, après, je fais ah ouais, que 13 minutes, en fait, elles ont eu, bah c'est bien, ça veut dire que en fait, elles ont mis de la vitesse dans le combat. Et que malgré que le fait que souvent ça fait perdre du temps, sortir tous les trucs, les poubelles, les machins et tout. Et là, bah pas. Ah ouais, il n'y a pas eu de problème de ce genre, hein. Pas de botch, rien du tout. Hein. Ah ouais, elles étaient hyper réglées. Ah non, il n'y a pas eu un botch, je crois, de tout le combat. Elles étaient hyper réglées, les deux filles. Bon, moi j'ai un petit faible pour Tegan Nox. Je la trouve particulièrement mignonne et efficace. Et donc du coup, bah, j'étais déçu pour elle qu'elle perde le match, la petite Tegan, quoi. Mais bon. Voilà, Raquel Gonzalez vient se positionner en heel, ce qu'elle était déjà au Mae Young Classic.
Bon, je pense que ça va être. On va voir ce que ça va donner pour la suite. C'était pas mal. En tout cas, ce match était pas mal. C'était un bon match féminin solide. Ouais, bah, j'étais particulièrement impressionné, moi, quand même, par la violence du match. Elles ont vraiment bossé comme des mecs, quoi, les deux. Donc, Ouais, et puis c'est chapeau. voilà une storyline qui mérite, quoi. Une storyline qui dure depuis plusieurs semaines. Enfin, qui a commencé aux War Games. On peut dire Voilà. plusieurs mois, même. Hein. Ouais, plusieurs mois, on peut dire là. Et Mm. donc, c'est une histoire qui suit, qui se tient. Elles se sont chassées un peu à NXT UK, elles se sont chassées à NXT. Voilà, là, elles se retrouvent dans un combat bien violent et une belle manière de gérer cette rivalité, je trouve. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Dakota Kai, mais alors, je trouvais qu'à NXT, elle avait jamais sorti le grand jeu, comparé à ce que j'avais pu voir d'elle à la Progress ou à NXT UK. Tegan Nox, j'ai vraiment pas vu grand chose d'elle, mais là, elles ont montré qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour faire le show et avoir leur place dans les pay-per-view, hein, tout simplement. Donc, chapeau pour les deux. C'était vraiment sympa. Allez, on va enchaîner avec une grosse affiche. Finn Balor, le prince de NXT, le premier champion universel de l'histoire de la WWE, qui est revenu à NXT pour battre tout le monde, affronte Johnny Gargano, le top babyface de NXT, Mr. Takeover, Mr. Wrestling, Johnny Takeover, qui est le meilleur de tous les temps, hein, parce que Finn Balor revendique le fait qu'il est le meilleur catcheur de NXT de tous les temps, la vraie superstar. Et ben ça va se régler les comptes ce soir après un match, une clinique de 27 minutes 22, quasiment une demi-heure. Bizarrement beaucoup plus technique que ce que je pensais. Ça a beaucoup travaillé au sol. D'un côté le bras de Finn Balor pour Johnny Gargano. Finn Balor va travailler la jambe de Gargano avec des Dragon Screw, des choses comme ça. Puis ça va s'emballer vers la fin avec des gros spots. Johnny Gargano qui réussit à placer un shotgun dropkick sur Finn Balor dans les barricades en réponse à ce que lui avait fait Balor il y a quelques mois, puisque Balor était arrivé, il l'avait envoyé à l'hôpital Gargano après 2-3 spots bien violents, là notamment un shotgun dropkick dans les barricades et puis son finisher, son DDT modifié là sur à même le sol, à même le béton. Gargano avait dû aller se faire hospitaliser suite à ça. Il était sur la touche pendant un bon moment. On a des réponses à tout ça dans le match, mais c'est Finn Balor qui est décidément trop fort parce qu'il va réussir à placer depuis la table des commentateurs son shotgun dropkick sur Johnny Gargano qui va aller s'exploser dans les barricades enfin. On va revenir dans le ring. Balor va réussir à placer après avoir échappé quand même au Gargano Escape 2 fois de suite. Il va réussir à placer le coup de grâce et enchaîner sur son finisher, le Bloody Sunday. Alors je sais plus comment il l'appelle à la WWE, mais alors, bien violent, hein, avec une amplitude assez forte. Gargano, il monte à la verticale et il s'écrase la tête au sol. Et victoire de Finn Balor, qui a joué crassement, hein, ce match-là, mais qui termine en s'imposant comme quand même le Finn Balor, l'ancien champion universel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Bonbon? Déjà, en fait, si tu veux, le truc, c'est que Gargano, il est face. Mais quand même, la particularité de ce match, c'est que le public aura été partagé en deux pendant quasiment l'intégralité du combat, hein, puisque les Johnny Wrestling succédaient les Let's Go Finn. Il y a quand même encore beaucoup de fans de Finn Balor. L'alignement heel de Finn Balor est finalement un petit peu compliqué, puisqu'il y avait peut-être pas mal de haters. Il y avait peut-être Papy qui était dans la salle. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de haters finalement de Johnny Gargano et ça a donné une ambiance au combat, quoi, mais un truc assez démentiel, quoi. Donc voilà, hein, tu l'as bien résumé sur le play-by-play. Voilà, une multitude de spots dans tous les sens. Comme tu l'as dit, ouais, je crois que c'est la bonne expression. Ligne up the ringside, le bon mot. Il a été sale, Balor, et voilà, sale dans son attitude, dans ses coups, dans tout. C'était assez jouissif. Alors, je pense qu'il était en plus ultra motivé, puisque juste avant le début du combat, ils ont annoncé que le prochain NXT UK Takeover allait avoir lieu à Dublin. Donc, m'étonnerait pas que le Finn Balor, il aille faire un petit tour à Dublin à cette occasion, ce qui nous annoncerait un truc assez sympa. Ouais, il risque de faire le main event, je pense. On va avoir un Adam Cole Finn Balor, non? Ouais, ça pourrait être envisageable, quoi. Mais ou alors il va aller chatouiller Walter, ça serait assez délirant, quoi. Mais sur alors ça je signe aussi, hein. Ah ouais, ça serait assez l'un comme l'autre.
T'as un Finn Balor, Walter, là, ça serait incroyable. Donc voilà, donc pour revenir sur ce Gargano Balor, écoute, ils ont délivré la marchandise, les deux mecs. Voilà, super finish. Puis vraiment, voilà, quand le Finn Balor il enchaîne là, son double stomp, son coup de grâce avec le 1916, là, c'est quand même foutument impressionnant, ça. Hein. Ouais. Donc, clairement, voilà, ouais, ça envoie. Hein. Et puis, bah, du coup, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on considère? On considère que donc, c'est donc bien Finn Balor, le prince de NXT, fermement et Oui. définitivement. Ah, ça a toujours été, voyons. Les gens l'ont oublié parce qu'il a eu ce booking complètement irréaliste là dans le main roster. On n'a jamais compris ce qu'il voulait en faire. Mais quand il était à NXT, c'était le top du top, Finn Balor. Et là, on revoit pourquoi. J'ai envie de dire. Alors, ok, Johnny Gargano, c'est high level, mais je pense que la vraie star, c'est Balor quand même. Hein. Ouais, j'aurais tendance à penser aussi que Baylor est un cran au-dessus, malgré tous les accomplissements de Gargano quand même à NXT, quoi. Et Baylor, il y a un espèce de truc au-dessus de lui qui plane là et qui fait que vraiment ce gars-là, c'est même fort hein, finalement. Hein, ça doit pas être forcément simple hein, de quitter le main roster comme ça pour revenir sur NXT, tu vois. Carrément, ouais. Pour lui, au début, malgré tout, ça n'a pas dû être psychologiquement, pas dû forcément être quelque chose de simple à gérer, quoi. Et il s'en sort magistralement. Ouais, je sais pas comment il fait. Alors, on parle beaucoup des gens qui sont mécontents de leur traitement, etc. Mais s'il y a bien un mec qui peut râler, je pense que c'est lui. Et voilà. Pourtant, il reste motivé. Là, il nous sort un super match et il est pas out of shape. Hein. Il était sculpté dans le marbre là. C'était impressionnant. Alors, je pense qu'il va saisir ça pour essayer de revenir beaucoup plus fort dans le main roster la prochaine fois qu'il va remonter, ce qui devrait quand même finir par arriver, hein, tôt ou tard. Et en attendant, là, il est en train de se construire donc son personnage de heel. Qui est plutôt réussi hein, pour l'instant. Son finish, enfin après le match, quand il reste sur Gargano après l'avoir couvert et il le maintient et il continue à l'insulter là en le pointant du doigt, c'était pas mal. Ouais, il le taunt là puissamment. Ouais, non, voilà, c'est toujours bien de se créer un personnage de badass en plus là. Enfin voilà, parier sur Finn Balor, bon sang de bois, plutôt que d'essayer de nous faire manger du Samoan là à tous les repas. Voilà, bah, gros match. Hein gros match, encore un gros match. Encore une fois, voilà. Allez, 3 gros matchs. On enchaîne avec les filles. Women Championship, NXT. Alors, pareil que ça se disait plus Women Championship, mais bon, apparemment, ça se dit encore. Rhea Ripley affronte Bianca Belair. Hein, Bianca Belair qui a gagné une Battle Royale, je crois, pour être l'aspirante numéro 1. Bianca Belair qui a fait aussi au Royal Rumble, sacrée forte impression. Le record d'élimination, je crois, dans tous les temps du Royal Rumble féminin et puis surtout du Royal Rumble de cette année. Égalité avec Shayna Baszler. Avec Shayna Baszler, d'accord. Mais pour moi, c'est, moi, lors de la review du Royal Rumble, je l'avais élu tout simplement la MVP du Royal Rumble match féminin. Ouais, carrément, ouais. Ouais, puisque Baszler, elle a dû faire l'autre moitié du match. Mais ouais, non, elle était. Elle est rentrée en numéro 30. Ouais, ah bah ouais. Bon, elle a réussi. C'est dans ce Rumble-là qu'ils ont le même. Ouais, ils ont le même. Ils ont 8 éliminations chacune. Ouais. Ah d'accord. Ok. Baszler, elle a fait le ménage quand elle est rentrée. Hein. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ok. Bon, bah, Bianca Belair qui a donc fait forte impression cette année. Rhea Ripley encore plus, hein, parce je crois qu'elle a gagné le Survivor Series, remporté le titre justement en battant Shayna Baszler. Le War Games. Le War Games, n'oublions pas le War Games. Donc voilà, elle est top of the world. Elle a lancé un défi à Charlotte pour WrestleMania, hein, puisque Charlotte a gagné le Royal Rumble féminin. Et elle sait pas se décider sur quelle ceinture elle veut se positionner. Alors Rhea Ripley a été la chercher, elle dit t'as qu'à m'affronter moi, comme ça je me retrouve à WrestleMania tranquille. Donc, on a encore un gros match, 13 minutes 30. Alors c'est démonstration de puissance d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est deux monstres de puissance, là, que des gros power moves dans tous les sens, toutes sortes de power bombs, de souplesse. En veux-tu, en voilà. Je crois que ça va aller se battre à l'extérieur. Il y a je crois qu'elle s'expose aussi sur les tables à un moment donné. Mais en tout cas, c'est quand même Rhea Ripley qui réussit à gagner en faisant chuter Bianca Belair du coin du ring et en lui plaçant son Riptide.
Après un match qui a été très très disputé. Elle n'a pas démérité Bianca Belair. Elle est bien passée à côté de la victoire 2-3 fois. Mais arrière à pied est trop forte. Franchement, pour moi, j'ai encore trouvé ce match très très bon. Je pense que. Je sais pas. Bah ouais, écoute, 14 minutes de feu, quoi. J'en aurais bien pris 5 ou 6 minutes de plus. Ah, carrément, ouais. Non, mais vraiment, la démonstration des deux filles, là, comme tu l'as dit, vraiment, on peut le signaler sur les power moves, quoi. Ça, c'était vraiment incroyable, quand entre les torture racks, tout y est passé, de toute façon. Ouais. Des Fireman Scary, tout ce que tu veux, quoi. Elles sont capables de sortir tout le moveset d'un catcheur masculin, quoi. Voilà, quoi. Ouais, c'était encore un match de bonhomme. Ouais, c'était un match de bonhomme, quoi, avec une puissance dégagée de la part des deux qui était incroyable, quoi. Où finalement, d'ailleurs, elles sont tellement puissantes qu'elles n'arrivent même pas à réussir des soumissions bien longtemps, parce que de toute façon, il y a trop de puissance entre les deux qui contre les soumissions en powerbomb. Ça, chez les femmes, c'est super rare. Dans le catch féminin, c'est super rare. Les contres de soumission transformées en powerbomb, etc. C'est quand même un truc. Et voilà, elles font ça comme qui rigolent, quoi. Pour elles, ça fait partie de la routine, quoi. Donc c'est, non. Ah, franchement, moi, en plus vraiment, je kiffe les deux, les deux depuis qu'elles sont là. Moi, je les trouve extraordinaires, quoi. Bianca Belair, vraiment, à chaque fois, je lui trouve des nouveaux trucs à elle, quoi. Et puis Rhea Ripley, badass as fuck. Pour moi, c'est la nana marquante de cette, on va dire, de cet automne-hiver 2019-2020 là. Et puis voilà. Et puis bah du coup, j'imagine que tu as fait exprès pour faire monter la sauce, de nous parler de la fin de ce match. Mais oui. Il y a la petite touche supplémentaire, l'arrivée de Charlotte en fin de match, qui vient attaquer Rhea Ripley dans le dos, et aussi Bianca Belair, tant qu'à faire. Elle prend le micro et elle nous explique qu'elle a réfléchi et qu'elle accepte le challenge de Rhea Ripley. Rendez-vous à WrestleMania, Rhea Ripley contre Charlotte pour le titre NXT des femmes. Voilà, c'est posé. On aura ça à WrestleMania, donc on est sûr déjà qu'on a un bon 4 étoiles et demi pour Mania. Oh là là. Chez les filles, au moins on en aura un gros match, c'est sûr. Un match chez les filles, là, quoi qu'il arrive, on aura un énorme match, là. Enfin, je veux dire, là. Ouais, je pense que ça va être énormissime, les deux. La Queen face à la badass de l'année, quoi, ça va être monstrueux, quoi. Franchement, Alors, il y en a qui. Alors, écoute, c'est assez clivant cette histoire, parce qu'il y en a qui pensent que voilà, que ça dévalorise Charlotte, que finalement elle redescend. Alors, c'était valable quand NXT était peut-être encore la ligue de développement, mais maintenant NXT, depuis le mois d'octobre, ça passe à la télé toutes les semaines. Voilà, quoi, ça a eu une exposition comme ça a rarement eu. Donc, le titre NXT féminin, il est totalement legit et il envoie du lourd de chez lourd. Donc. Moi, j'ai cette intervention. En plus, Charlotte qui arrive pas en tenue de catch, quoi, voilà, en tenue civile, qui déboîte tout le monde quand elle monte sur le ring. Non, franchement, c'était super bon. Ouais, c'est sacrément impressionnant. Alors c'est vrai que moi j'ai un peu aussi cette réflexion de me dire que c'est un peu bizarre que Charlotte aille se challenger pour le titre NXT après avoir gagné le Royal Rumble, quoi. Ça fait un peu bizarre, mais oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord sur cet argument. Il y a le fait que Rhea Ripley a été la chercher, le fait que Charlotte elle a quand même gagné une paire de fois le titre Woman, donc elle a plus grand chose à prouver non plus. Je suis pas sûr que c'est ce qu'elle aurait préféré et qu'elle aurait peut-être préféré être dans le main event de WrestleMania ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour ça que je me dis pas qu'il y aura un gros match et c'est tout à l'honneur de Charlotte de rentrer dans cette rivalité et de sûrement nous préparer un match énorme et de mettre ainsi en avant Rhea Ripley qui est quand même clairement elle aussi l'avenir de la WWE. Elle a un physique quand même impressionnant, carrément au-dessus du reste du roster, même par rapport à Bianca Belair qui est déjà un beau bébé. Elle est quand même encore plus impressionnante et puis elle a tout, elle a le charisme, la technique. À un moment donné, elle saute par-dessus la troisième corde. Là. J'ai bien eu peur qu'elle s'est pété les deux talons, mais non, ça va. Ouais, non, elle est très bien menée cette réalité au final. Donc même si effectivement on peut se poser la question de savoir pourquoi Charlotte va aller
va aller challenger pour le NXT Women's Championship. C'est quand même pas grave parce que derrière la storyline elle est bien faite et puis que ça va profiter à Rhea Ripley qui est là pour prendre la relève derrière de toute façon. Ouais, et puis il faut s'y faire, hein, chers auditeurs. Voilà, Charlotte, elle fait ce qu'elle veut. C'est ça. Et puis voilà, comme tu dis, NXT maintenant c'est à la télé, etc. Donc c'est censé être la 3e brand. Donc si on veut que ça reste sérieux du côté des NXT, eh ben il faut quand même jouer sur des trucs comme ça. Alors ça fait un peu mentir Triple H que j'avais vu en interview qui disait que il fallait bien séparer les brands quand on n'était pas à Survivor Series, mais bon, on voit que ça c'est juste des mots. Avançons. Donc encore une fois 4 étoiles pour ce match. Ouais. Allez, on va voir s'ils arrivent à faire mieux derrière. Match tag team. Ouais. Bon, c'est difficile. Un truc de dingue qui arrive, les amis. Un truc de dingue. Un truc de ouf. Alors déjà, quand on voit les personnes impliquées, donc Matt Riddle et Pete Dunne, d'un côté, les Brotherweight, et de l'autre, l'Undisputed Era, donc les Red Dragons, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et ben ça va très vite. Bon, 16 minutes 58 de match. On est dans un match tag team, donc intelligemment, les Heels, l'Undisputed Era vont, comment on appelle ça, ils vont isoler Pete Dunne, pardon. Et puis ils vont travailler longuement sur lui. Il va en bouffer, Pete Dunne pendant le match. Et puis ça va s'enchaîner. Matt Riddle va revenir dans le ring. Ils vont tenter tous leurs finishers modifiés d'un côté comme de l'autre. Et au final, c'est quand même la victoire de Matt Riddle et Pete Dunne après des near fall. En veux-tu en voilà. Il y a eu il y a au moins 15 near fall. Matt Riddle et Pete Dunne réussissent à placer leur finisher. Et c'est la victoire des Brotherweights. Bon, le point négatif du match, je dirais, c'est l'entrée des Brotherweight dans leur petite voiture de golf et la petite chanson de Matt Riddle. C'est sur Bobby Fish là. Il a écrit une chanson sur Bobby Fish qui fait frire du poisson. Ça c'est un peu délicat quand même. Mais bon, tout le reste du match, c'est technique, c'est stiff, c'est rapide, ça n'arrête pas. J'ai pas grand chose à redire non plus sur ce match-là, hormis que Pete Dunne, il est vraiment incroyable quand même. Ouais, ils sont tous les 4 incroyables. Alors, tous les 4 incroyables. Allez. Sur l'entrée, alors oui, effectivement, la chanson c'était un peu cheap et ça servait un peu à pas grand chose. Je pense que c'est la punition de Matt Riddle. Ouais, peut-être, ouais. Mais moi, par contre, j'ai beaucoup dans la petite voiture. Toute leur péripétie pour aller jusqu'à Portland. Ils montent dans la soute à bagages de l'avion privé de Triple H. Donc, c'était un clin d'œil à ça. Après, le match en lui-même, mais quel match! Mais j'ai l'impression de dire que ça dans cette review. Quel match encore, quoi. Mais un truc de, voilà. Ouais, les Red Dragons, ils nous ont sorti toute la panoplie qu'ils maîtrisent à perfection, quoi. Et effectivement, Pete Dunne a été le gros récipiendaire de plein de coups dans la gueule. Et c'était assez démentiel. C'était un match assez démentiel. Et du coup, il se passe un truc incroyable, mine de rien, c'est qu'avec la perte du titre par équipe des Undisputed Era, l'UE se retrouve avec plus qu'un seul champion en son sein, alors qu'il y a eu un moment où il détenait tout l'or. Ouais. Et donc, le North American Championship, bye-bye. Le NXT Tag Team Championship, bye-bye. Donc, grosse mise en difficulté pour l'Undisputed Era, quoi. Mais face à une équipe qui mérite, là, les Brotherweight, là, belle trouvaille, là, cette tag team. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie entre les deux, avec le déconneur Matt Riddle et puis cette espèce d'humour british au second degré, un peu cassant de Pete Dunne, quoi. Je trouve que ça fait des merveilles, ce truc-là, quoi. Puis après, comme dans le ring, derrière, ça part sur des trucs de fou, là. Et puis ce combo, là, pour finir, là, le bro to sleep Enziguri, tu vois, là. Oh là 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 là. Je crois qu'ils ont 4 variations différentes de leur finisher, que ce soit une équipe comme l'autre. Donc c'est ça, parce que encore que les Undisputed Era, c'est des mecs qui ont l'habitude de catcher ensemble depuis des années. Ouais. Riddle et Dunne, c'est quelque chose d'assez récent. Et ils ont déjà, dans leur panoplie, ils ont déjà tout un truc de double team là, qui est terrible, quoi, qui est super au point, quoi.
Ouais. Donc vraiment, un match de Tag Team Championship, que du bonheur, quoi. Voilà, là, là. Allez, à SmackDown, regardez ce qui se passe dans la Tag Team Division de NXT, s'il vous plaît. Ouais, faites. Voilà, prenez exemple. Ouais. Alors j'ai vraiment du mal à croire que Matt Riddle est mal vu dans les coulisses, hein, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il s'est pris les foudres backstage. Le mec il gagne le Dusty Road Classic. Il vient de gagner le titre de champion par équipe à NXT. Vu comment ils ont l'air de bien s'entendre avec Pete Dunne, parce que vu les enchaînements qu'ils font, je pense quand même que ça doit s'entendre correctement dans les vestiaires. Je pense que ces rumeurs de Matt Riddle qui est mal vu dans les vestiaires, c'est un peu de la merde. Hein. Mais Ouais, comme souvent, de toute façon, quoi. ouais, comme souvent. Ça y va en ce moment, les rumeurs de merde. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de se faire des films 30 secondes. Hein. Démêler le faux du vrai, démêler le vrai du faux. De toute façon, en catch, hein, c'est assez rigolo. Parce qu'entre ce qui est worké et pas worké, tu vois, qui sort ces infos-là, etc. Quoi, et puis à ça, tu ajoutes les dirt sheets, à ça, tu rajoutes une autre couche sur les sites internet, machin, sur les forums, et puis tu t'en sors plus à force, quoi. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que Matt Riddle, c'est voilà, le mec, il est dans la vibe, quoi. Voilà, Carrément. il vient d'enchaîner le plus gros tournoi tag team de NXT et il gagne le titre derrière. Donc je pense que ça va pour lui. Ouais, ça va bien. Ouais. Voilà, et Pete Dunne, je cesserai jamais de le dire, mais je crois que c'est un des plus grands catcheurs au monde. Ça se confirme. J'ai jamais vu faire un mauvais match, hein, je crois, à Pete Dunne. Incroyable pour ce petit Anglais là. Hein. On espère qu'il va continuer à gravir les échelons, l'un comme l'autre, et puis l'Undisputed Era aussi. Hein, ils ont encore de belles années devant eux. On est content, Bobby Fish s'est pas blessé. Hein, ce pay-per-view. Pour changer. Voilà, donc encore 4 étoiles hein, pour ce match. Ouais. Si c'est pas 5. Allez, le main event. Adam Cole, Tommaso Ciampa. C'est pas mal ça quand même. Hein. Donc 35 minutes de fucking match, quoi. J'ai 33-23 moi. 33-23, t'as 3 exactement, ouais. Alors on se serait cru au Japon. Hein. Ah bah ouais, là c'était un main event de NJPW. Là, je suis d'accord. Je regarde pas la NJPW régulièrement, très loin de là. Mais quand je regarde les main events, voilà, là on était totalement dans ce délire-là. Ouais, on sent qu'ils ont essayé de jouer confrontation avec les classiques Okada Tanahashi ou Okada Omega. Ça a été très très loin dans le jusqu'au boutisme, hein, j'ai envie de dire, avec toutes sortes de prises dans tous les sens. Et Tommaso Ciampa qui s'en est pris sur la nuque. Hein, il avait la tête complètement rouge avec des veines qui ressortaient de tous les sens. Il y a eu ce German suplex. Non, c'est même pas un German suplex, c'est une espèce de planchette japonaise inversée là sur la table des commentateurs. Ils ont été lui exploser alors c'est les omoplates au final, mais on avait l'impression que c'était la nuque. Par Adam Cole à l'extérieur du ring. Il y a eu toutes sortes de spots de fous, des super kicks dans la tête, en veux-tu, en voilà. Des near fall, en veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, c'est la surprise finale. On peut dire que Tommaso, il aurait dû gagner normalement. Tommaso aurait dû surmper. Tommaso aurait dû surmper. À cause d'un ref bump, Tommaso n'est pas champion NXT. C'est ça, ref bump, arrivée de l'Undisputed Era, qui va tenter de tricher, mais ça suffit pas pour battre Tommaso. Donc ref bump, Tommaso réussit à passer son finish sur Adam Cole. Il fait le tomber, 1, 2, 3, 4, 5, mais il n'y a personne pour compter. Bon là il est énervé, c'est un peu le bazar. Il va chercher la ceinture qui avait été posée là par les gars d'une Undisputed Era pour une petite tricherie qu'Adam Cole n'a pas pu exécuter évidemment. Mais il y a Johnny Gargano qui arrive pour en corriger son pote de DIY. Parce que vous rappelle que Ciampa et Gargano sont potes. Hein, il avait le t-shirt DIY Gargano. Mais Gargano va empêcher Ciampa d'utiliser la ceinture pendant que l'arbitre est toujours sonné. Pour que Ciampa reste le héros des enfants peut-être. Eh ben non, puisque Gargano lui met un coup de ceinture dans la gueule. Ça assomme Ciampa. Adam Cole en profite pour faire le tomber. C'est le moment que pour l'arbitre d'en profiter pour se réveiller. Il fait le tomber. 1, 2, 3. Victoire volée d'Adam Cole sur Ciampa. Et trahison de Gargano à la stupéfaction générale.
Ouais. Gargano qui trahit son meilleur pote de la même manière que son meilleur pote l'avait trahi il y a quelques mois ou peut-être une petite année. Voilà, Adam Cole reste au sommet du monde. Ciampa trahi. Match énormissime, donc on vous dit plus d'une demi-heure de match, avec vraiment tout ce que vous pouvez imaginer de spots violents d'un côté comme de l'autre, de soumission. C'était juste incroyable. Ils ont été explosés aussi les tables des commentateurs 2 ou 3 fois. Voilà, c'était plutôt pas mal. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qui vient nous faire chier, Gargano, là? Mais Big Show à NXT ou quoi? Là il fait heel turn. Il est fou, Gargano. Ça fait un moment qu'il le dit qu'il est taré. Heel turn, face turn, heel turn, face turn. Moi, ça m'a un peu fait chier. Je te cacherai pas. Voilà, le match extraordinaire. Hein. Le match en lui-même, le in-ring, ça a été fabuleux. J'ai adoré tout le passage avec le Red Bump. Ou juste avant, là, quand Ciampa, il y a un moment où Ciampa, il met la misère à toute l'Undisputed Era, quoi. Il a un moment tabassage général là qui est assez incroyable. Et que finalement, après, Ciampa, il contre le Panama Sunrise, qui porte son fairy tale ending, voilà, avec le tombé qui est compté jusqu'à 10, jusqu'au bout de la nuit par le public de Portland, quoi. Et là, vraiment, là, j'étais chaud, là, à ce moment-là, là, tu vois, quoi. Mais moi, je fais partie de ceux, ça m'a fait trop chier de voir Gargano débarquer, quoi. Ça m'a fait chier de voir ce match-là d'une telle qualité se terminer là-dessus. J'aurais préféré qu'Adam Cole il gagne clean, que avoir cette intervention de Gargano, voilà, avec la ceinture, tout ça là. En plus, voilà, et du coup, il se pose là, Gargano. Hein, il attaque Tommaso Ciampa avec Goldie, mais il attaque aussi Adam Cole. Donc il attaque les deux. On peut pas dire, mais il choisit. Voilà, en tombant, Cole, il atterrit sur Ciampa du coup, et effectivement, il y a ce tombé final qui donne la victoire à Adam Cole, quoi. Mais voilà, j'ai à peu près adoré tout dans son ensemble, mais j'ai pas du tout aimé l'arrivée de Gargano. Moi, je m'en serais totalement passé. Il serait pas venu du tout dans ce match, ou même s'il était venu aller en sidekick de Ciampa, imaginons. Même là, ça m'aurait pas forcément intéressé. Donc moi, pour le coup, je fais partie de ceux qui ne trouvaient aucun intérêt à cette arrivée-là. Et bon, je sais que le plus grand de haters se trouve sur le Discord de Catch Up. Hein, il s'appelle Papy. Et encore une fois, je vais aller dans le sens de Papy. Et là, Gargano, il m'a cassé les couilles. Papy qui déteste donc Johnny Gargano. Oui. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais oui. Effectivement, faut une haine tenace. Hein, on a donc notre ami Papy qui est voilà, un hater forcené de Gargano depuis longtemps. Hein, ça fait super longtemps. Hein. Ouais. Je me demande s'il lui a pas piqué sa copine ou un truc comme ça. Ouais, à mon avis, il y a une histoire de femme derrière tout ça. Quoi. Là, c'est pas possible que ça en soit cette haine, une haine si intense quand même. Et en fait, de Gargano, j'ai pensé à Papy et je me suis dit, ah là, je comprends pourquoi Papy il est vénère. parce que moi aussi j'étais vénère. Bon, voilà. Il a fait de toi un believer. Ouais, mais ça n'enlève rien après à la qualité de ce main event. Vraiment, 33 minutes de fou, quoi. Mais là, je serais curieux, il n'y a pas de décompte statistique de ce genre de choses, mais je serais curieux, tu vois, par exemple, dans ce genre de combat, de savoir combien de prises ont été utilisées, de prises différentes ont été utilisées pendant ces 35 minutes, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. 33 minutes, tu comptes 3 prises par minute, une centaine. C'est dingue, hein, c'est dingue. Voire plus. Avec l'intensité physique, avec la destruction du mobilier autour d'eux, avec tout ce que ça. Un ref bump bien réussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Il faut quand même bien le reconnaître. Hein, les ref bumps, c'est souvent assez aléatoire. Là, pour le coup, c'était parfait, c'était nickel. Et voilà. Et puis Adam Cole conserve, hein, et du coup, se retrouve le seul avec de l'or au clan. Hein. Ouais. Le Disputed Era n'est pas encore complètement vaincu. Le leader est toujours champion. Toujours c'est ça. Alors, pour ce qui est de l'intervention de Gargano, moi je suis pas autant déçu que vous pouvez l'être. Ça me dérange pas de le voir tourner à nouveau parce qu'il est un petit peu instable psychologiquement, on l'a bien compris, hein, kayfabe parlant, notre ami Gargano. Et puis il avait jamais eu réellement. Ouais, mais tu vois, pour moi, le truc, c'est qu'il est face dans le match de Baylor, dans le même pay-per-view, quoi, et que tout d'un coup, il transforme. Bon, moi, je veux bien hein, les transformations comme ça en l'espace d'un seul pay-per-view. Paf, le mec, il passe de face à heel. Pourquoi pas, hein, mais je sais pas. Moi, pour moi, ça passait pas.
Après, pour moi, je pense aussi que c'est lié au fait que maintenant que ça passe à la télévision, ils ont peut-être envie de ressortir cette rivalité entre Ciampa et Gargano, qui sont quelque part les deux main eventers du show, à la manière de Triple H, Cena, Cena, euh, Orton, voilà, ça va être un classique de l'émission et pour les nouveaux spectateurs qui arrivent à la télévision qui n'ont pas vu toute cette rivalité entre Ciampa et Gargano qui était quand même du sur-mesure assez inattaquable, un peu ce qui se faisait de mieux. C'est quand même sympa de leur représenter la chose. Bon, avec du coup un alignement inversé, on aura Ciampa qui sera le gentil et Gargano le méchant. Mais je pense que quelque part, ça fait partie des règles quand on a une émission de catch à la télé hebdomadaire, d'exploiter le filon jusqu'au bout, comme ils l'ont fait un peu partout. Mais le filon de Ciampa Gargano, attends, depuis 2016, ça dure. Ouais, mais pas à la télé. Pas à la télé. Il y a quand même tout un public qui va découvrir ça. Ce serait quand même dommage de pas leur présenter le truc, quoi. Au moins une fois pour comprendre vraiment qui sont ces gars, parce que bon, faut quand même voir que NXT, enfin c'est anecdotique, mais NXT arrive pas à battre la All Elite Wrestling au niveau des audiences. Non. Même si bon, ils sont peut-être comme ils continuent à présenter le show sur le network, ils pâtissent peut-être un peu de ça aussi. Mais à un moment donné, ce qui se passe aussi, c'est qu'à NXT, ils ont jamais peut-être pris le temps de présenter un peu les intervenants, etc., les personnages. NXT, c'est pas que sur le network, c'est sur le USA Network. Ça passe sur un bouquet de télévision quand même, NXT. C'est pas que le network. Oui, mais depuis pas longtemps. Oui, depuis octobre, ouais. Voilà, je veux dire, quand ils ont lancé l'émission à la télé, les gens qui découvraient ça, ils n'ont pas forcément regardé NXT sur le network avant, sur le WWE Network. Donc, si tu présentes pas tous les personnages, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à accrocher. Donc c'est peut-être bien de représenter Gargano et Ciampa dans ce qui a fait leur succès, c'est-à-dire leur rivalité entre les deux. Et je pense que c'est ce qui joue, ce qu'ils ont décidé de nous refaire l'histoire encore une fois. Sinon, en temps normal, ils seraient montés dans le roster principal et puis ça serait arrêté là. C'était souvent le problème d'NXT jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il y avait des bonnes intrigues, mais ce qui se terminait un petit peu des fois en queue de poisson parce que il y avait une personne qui était appelée ou une autre à monter dans le main roster. Là maintenant, les gens ils ont tendance à rester beaucoup plus longtemps, voire à pas monter du tout. Donc après, effectivement, on va remonter dans les mêmes règles que le main roster principal, hein, avec des turns, avec des redites. Mais après, on va voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à nous sortir. On va pas refaire la même chose qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils sont déjà affrontés une paire de fois, donc je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous donner pour cette prochaine rivalité. Voilà, mais je peux comprendre que effectivement, pour certains, c'était la petite touche de trop, parce qu'on peut pas avoir un pay-per-view parfait non plus. D'ailleurs, on va passer au mot de la fin. Yes. Vu qu'on a fait le tour, la note, le top, le flop, et puis c'est parti. Hein. Bro, bah écoute, j'ai pas grand-chose à mettre en flop, hein, parce que bon, Gargano m'a cassé les couilles à la fin du main event, mais c'était un cassage de couilles amical. Ouais, c'est pas un crachat au visage, comme disent les haters. C'était pas un low blow d'AJ Styles sur Nakamura, quoi, tu vois, quoi. Donc bon, écoute, j'ai presque pas envie de mettre de flop à ce pay-per-view qui m'a ravi de minute en minute et que j'ai vraiment suivi sans temps mort. C'était vraiment cool. Franchement, j'ai vraiment du mal à mettre un flop particulier. Allez, pour la rigolade, je vais mettre le flop à la chanson toute pourrie de Mad Riddle au début du Tag Team Championship, quoi. Parce que ça, vraiment l'histoire du Bobby Fish, Fry Fish, ok, bon, d'accord. D'ailleurs, là, même le public qui était pourtant super chaud. Est resté quand même très 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 modéré sur cette chanson. On voyait qu'il n'était pas très convaincu non plus, hein, Matt Riddle. Il a fait des efforts, mais ouais, il a essayé de s'en sortir avec son plus beau sourire, mais ça a été un peu compliqué. Ouais. Donc je mets un flop à ça, mais c'est vraiment c'est floppy flopon, quoi. Hein, voilà, c'est pas bien méchant. Flopon. Et il y avait Poppy aussi, il y a un groupe Poppy de cosplayers en début de show. Là, ils ont fait un concert, un groupe de rock là. Oui, c'est vrai qu'il y avait un concert en ouverture, ouais, tout à fait. Ouais. Pas banal. Un cosplay de la chanteuse assez space.
Assez space, mais c'est dommage qu'elle n'avait pas son micro branché. Hein. La prochaine Voilà, fois, il faudra faire un effort là-dessus. prenez pas un buvard de LSD à l'ouverture du pay-per-view parce que après, vous allez vous sentir un peu bizarre après. Ouais, vous en remettrez pas. Voilà. Écoute, mon top, je vais le donner à l'opener. Franchement, il y a eu tous les matchs étaient super. Enfin, pour moi, les 6 matchs sont d'un très 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 haut niveau, quoi. Mais je veux dire, le opener a une telle claque dans la gueule et tu te dis bon bah voilà. Après un truc pareil, bah, de toute façon, déjà, ma soirée, elle est réussie, quoi. Et voilà, et pour moi, Dijak et Keith font une telle performance, quoi, avec des gabarits tellement impressionnants, et tellement énormes que mon top, je le donne à l'opener. Et puis ma note, oh là là, vu que je mets au moins 2 ou 3 matchs où je mets quasiment des 5 stars, voilà, je vais lui mettre un 4,5. Je vais lui mettre un 4,5 à ce Takeover Portland. Ouais, 4,5. Voilà, il donne les meilleures notes depuis un long moment. Ouais, ils ont réussi à tenir la distance sur un temps plus long. C'est quand même un tour de force. Même si on peut trouver que certains matchs étaient peut-être un peu trop longs, mais... Ouais, certains n'ont pas été forcément transcendés de nos amis. Il y a eu des réactions un petit peu... Je sais que la team bleue, hein, Giscal et IRM sont plus que perplexes au niveau du main event. Parce que eux, ils accrochent pas trop à ces main events épiques qui durent trop longtemps, où il y a enchaînement de near fall. C'est trop pour eux. Bah, ça peut se comprendre. Ouais, non, mais c'est entendable hein, comme avis. Ouais. Maintenant, oui. Moi, je préfère avoir un gros main event comme ça que qu'un truc qui tombe à l'eau, hein. Reigns, on a d'habitude. Ouais. Qu'est-ce que... Ah oui, alors, mon top, mon flop, ma note. Le top, il y a tellement de trucs, je sais pas trop. C'est vrai que le Keith Lee Dijakovic était vachement bien, mais c'est pas la première fois qu'on le voit. C'est quoi, je vais le donner à la victoire de Finn Balor. Ça fait plaisir, parce que je suis un gros fan de Finn Balor quand même, moi. Et je suis très content de le voir gagner contre Gargano avec son personnage heel. Même si c'est pas forcément le meilleur match de la soirée, ça reste un très très gros match. Et moi, je suis content de voir Balor gagner à NXT. Maintenant, j'aurais pu mettre à tous les matchs le top. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à acheter. Le flop, je vais le mettre quand même à Raquel Gonzalez, son arrivée what the fuck à la fin du match. Ça aurait fonctionné avec n'importe qui d'autre, mais elle, comme visiblement personne la connaît, elle a pas forcément un physique impressionnant, donc ça faisait un peu bizarre d'avoir à intervenir, même si bon, ça reste cohérent. Et du coup, moi, c'est la seule fausse note que je verrai dans ce main event avec la chanson effectivement de Matt Riddle. Donc, je vais être même plus généreux que toi, je vais mettre un 4,75. Ouh là là, on n'est pas loin de la perfection là. On n'est pas loin de la perfection, hein. Il l'aurait fait sur 2 heures. Je pense qu'on avait un 5 étoiles. Mister presque perfect. Ouais, ça m'est arrivé de mettre des 5 à des NXT TakeOver. Mais là, forcément, hein, comme ils ont décidé de faire un show plus long, ça dilue un peu la qualité, c'est sûr. Mais reste qu'il y avait vraiment pas beaucoup de fausses notes. Hein, donc là, retour gagnant de la WWE. Là, cette année 2019, ça commence très fort. Hein, 2020. Catch. 2020, ouais, c'est vrai qu'on est en 2020. Je ferai un point de montage. Ouais, non, ça commence très fort hein, cette année. On se croirait chez Ardisson. Il va y avoir du montage à gogo là. Ma journée est faite. Voilà, hein, on a fait le tour. Alors on va passer à l'autopromo, hein, parce que on est quand même là toutes les semaines et puis on est là sur tous alors à la fois les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, même Instagram, @catchupcdc si vous allez sur Twitter. Tout est dans la description sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube. Vous pensez à vous abonner si c'est pas déjà le cas, parce que c'est gratuit. Et puis vous mettez la petite cloche, puis vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé. Tout ça c'est gratos. Et puis on est sur toutes les plateformes de podcast qui existent, hein, de Spotify à iTunes, PodCloud, etc.
On est là toutes les semaines. Prochaine édition, ça va être Monday Night Raw. Vous avez les reviews des SmackDown, Raw. Qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps? C'était quoi le dernier pay-per-view? Le Rumble? Le dernier pay-per-view, c'était le Rumble, ouais. Ouais, le Rumble, NXT UK, tout Quel ça. Rumble, ma foi! Ouais, un des meilleurs Remporté Rumble par de le bel l'histoire. homme. Le bel homme, vainqueur du Rumble. Ça, c'était bon. Voilà, tout ça c'est en ligne dans les archives, n'hésitez pas à les consulter. Et puis donc on se retrouve bientôt pour le Nitro. Bon Chris, merci d'être venu. Merci à toi, Ringside. Mais je t'en prie. Et puis il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Allez, bonne semaine, à bientôt. Ciao ciao, vive le catch. Yes, vive le catch. Salut Ringside. Salut peuple de catchers.